bonsoir et bienvenue au 19h de ce 6 novembre. À la une de l'actualité, le président de la République, Ahmed Tebboune, a reçu l'archevêque d'Alger, Jean-Paul Vesco. Nous l'écouterons dans quelques instants. Le président de la République a félicité son homologue américain, Donald Trump, pour son élection à la tête des États-Unis. Le président de la République reçoit de nouvelles félicitations de présidents, monarques et hauts responsables à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution nationale. Mouvement partiel dans le corps des Wali délégués, décidé hier par le chef de l'État, une mesure visant à encourager les initiatives de développement et garder le citoyen au centre de l'action des autorités. Les détails tout à l'heure. Ouverture du Salon international du livre sous le haut patronage du président de la République. Le SILA compte 1007 exposants de 40 pays, avec le Qatar en invité d'honneur. Le Premier ministre a inauguré cette 27e édition dans la journée. Ce soir sur la situation explosive au Maroc, une crise politique doublée d'une fronde sociale. Le Marzem face également à des manifestations anti-normalisation, une solidarité internationale sans précédent avec le Sahara occidental. C'est le grand format de ce mercredi. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, a reçu ce mercredi l'archevêque d'Alger, Jean-Paul Vesco. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, et du ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmehdi. L'archevêque d'Alger a exprimé sa reconnaissance pour l'audience accordée par le chef de l'État, qui l'a félicité pour sa nomination en tant que cardinal. Je vous propose de l'écouter. J'ai été honoré d'être reçu aujourd'hui par Siraïs, par notre président, qui m'a félicité pour le fait que j'ai été nommé par le pape François cardinal. C'était une décision très importante du pape. Un signe très fort adressé à l'Algérie et à son Église. Et je suis très honoré que le président ait tenu à me recevoir et voulu me recevoir à cette occasion. Sarah, merci. Et le président de la République, Ahmed Tebboune, a félicité dans un message son homologue, le président américain Donald Trump, suite à son élection. Voici le contenu. Votre Excellence Donald John Trump, président des États-Unis d'Amérique, à l'occasion de votre élection à la présidence des USA, j'ai le plaisir de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement algérien et en mon nom propre mes plus chaleureuses félicitations et mes vœux les plus sincères de bonne santé et de bonheur dans l'accomplissement de vos nobles missions. Je saisis cette occasion pour rappeler à la profondeur des relations d'amitié historiques qui lient l'Algérie et les États-Unis d'Amérique et saluer la dynamique positive que connaît le partenariat bilatéral dans différents domaines, exprimant par là même ma volonté de travailler de concert avec vous en vue de les promouvoir vers de plus larges perspectives au mieux des intérêts communs, a ajouté le président de la République. Je ne manquerai pas de saluer à cette occasion nos efforts bilatéraux dans les forats internationaux et notre attachement permanent à intensifier la concrétisation et la coordination concernant la question d'intérêt, plutôt les questions d'intérêt commun, et à plaider en faveur des initiatives visant à préserver la paix et la sécurité internationale, étant donné que mon pays est membre non permanent du Conseil de sécurité onusien. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération, a conclu le Président de la République dans son message.
Et le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a félicité son frère, le président de la République Abdelmejid Tebboune, à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale, souhaitant au peuple algérien davantage de progrès et de prospérité. Le président mauritanien a également réaffirmé au président de la République sa volonté de poursuivre les efforts communs pour le renforcement de la coopération et le développement des relations bilatérales dans l'intérêt des deux peuples frères. Le président de la République a également reçu les vœux de son frère l'émir de l'État du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, en son nom et au nom du peuple qatari, à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution de libération nationale. L'émir a souhaité au président de la République ainsi qu'au peuple algérien davantage de progrès et de prospérité et que les relations fraternelles solides entre les deux pays se développent davantage. De son côté, le vice-émir de l'État du Qatar, pays frère Abdallah Ben Hamad Al Thani, a présenté ses vœux au président de la République Abdelmejid Tebboune, toujours à l'occasion de la commémoration du 70e anniversaire de la glorieuse révolution, lui souhaitant bonne santé et bonheur et au peuple algérien davantage de progrès et de prospérité. Le président de la République arabe syrienne, Bachar al-Assad, a adressé un message de vœux au président de la République à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre. Le président syrien a également adressé ses vœux au peuple algérien frère, souhaitant à l'Algérie davantage de progrès et de prospérité. Il a également exprimé sa haute considération quant à la profondeur des relations fraternelles qui unissent les deux pays, affirmant la grande importance qu'il accorde au développement continu du travail bilatéral et la coordination conjointe. Le président de la Corée du Sud, Yoon Suk-yeol, a également adressé ses meilleurs vœux au président de la République à l'occasion de la commémoration du déclenchement de la glorieuse révolution, lui souhaitant bonne santé et davantage de progrès et de prospérité au peuple algérien. Le président sud-coréen a mis en exergue dans son message l'importance du partenariat stratégique qui caractérise les relations bilatérales, permettant d'aller de l'avant vers la diversification de la coopération entre les deux pays au service des peuples algériens et sud-coréens. Par ailleurs, le roi des Pays-Bas, Willem Alexander, a également félicité le président de la République à l'occasion de la célébration du 70e anniversaire de la glorieuse révolution de libération. Il a par la même occasion présenté ses meilleurs vœux au peuple algérien, lui souhaitant davantage de progrès et de prospérité. Le président de la République slovaque, Peter Pellegrini, a adressé un message de félicitations au président de la République Abdelmejid Tebboune, dans lequel il lui a exprimé en son nom et au nom du peuple slovaque ses sincères félicitations à l'occasion de l'anniversaire du déclenchement de la Révolution de libération nationale. Le président slovaque a salué à cette occasion le niveau des relations bilatérales qui continuent de se développer dans l'intérêt des deux peuples, souhaitant au président de la République et au peuple algérien davantage de progrès et de prospérité. Mouvement partiel dans le corps des Wali et Wali délégués décidé hier par le président de la République, une mesure dans le but de donner un nouveau souffle au paysage local et encourager les initiatives de développement pour que le citoyen soit au centre du travail des autorités. Yemina Saïdji. Suivant une démarche prospective qui place le développement local au cœur des priorités et en fait l'une des bases du décollage économique, l'un des premiers changements opérés par le président de la République depuis sa réélection à la tête de l'État est un mouvement partiel dans le corps des Wali et Wali délégués des 4 coins du pays afin de donner un nouveau souffle à la gestion des affaires locales. Un changement émanant d'une volonté clairement affichée de faire des Walis des acteurs contribuant activement à la concrétisation des objectifs des pouvoirs publics, en vue d'améliorer le cadre de vie du citoyen et de revitaliser la dynamique socio-économique des territoires. Ce mouvement sonne comme un rappel à la nécessaire matérialisation des priorités comprises dans la stratégie tracée par l'État, notamment la création de projets vitaux et la relance des investissements générateurs d'emplois et de valeur ajoutée. Les Walis doivent donc assumer la lourde tâche de veiller à l'installation d'un climat d'investissement attractif, à l'accompagnement des porteurs de projets, à la mise en œuvre effective des programmes de développement et à leur suivi constant. 6 nouveaux Walis ont été nommés à la tête des wilayas de Mascara, Ilizir, Khanchla, Tipaza, Intimushin et Bojbeji Mukhtar et 10 Walis ont été mutés vers d'autres wilayas. Les Walis sont aujourd'hui appelés à faire des territoires qu'ils gouvernent des pôles producteurs de richesses et une protection totale leur est garantie et un soutien permanent de la part du gouvernement
En contrepartie, aucun laxisme ne leur est permis. Leur réactivité pour solutionner les problèmes auxquels sont confrontés les citoyens au quotidien est constamment évaluée. Les wilayas délégués jouent également un rôle vital dans la prise en charge des préoccupations des citoyens. À ce titre, il a été mis fin aux fonctions des walis délégués. Certains ont été mutés et d'autres ont été nommés dans la circonscription administrative de Bir Mourad Raïs, wilaya d'Alger, Adra Arish, wilaya de Annaba, et Ali Menjli, wilaya de Constantine. Des changements qui interviennent au moment où le projet de la loi de finances 2025 est débattu à l'Assemblée populaire nationale, avec tout ce que cette loi comporte comme challenge devant être relevé par les premiers responsables locaux pour faire face à des exigences citoyennes multiformes. En attente de la fin des travaux de la Commission nationale chargée de la révision des codes communaux et de wilaya, installée en octobre dernier par le président de la République, où de plus larges prérogatives seront accordées aux walis, qui ne seront plus seulement des administrateurs et représentants de l'État au niveau local, mais bien de véritables managers appelés à rentabiliser économiquement les territoires qui leur sont assignés. Dans l'actualité également, le Premier ministre Nadel Arbaoui a présidé ce mercredi la cérémonie d'inauguration officielle de la 27e édition du Salon international du livre d'Alger, organisée du 6 au 16 novembre au Palais des Expositions, sous le haut patronage du président de la République, Ahmed Tebboune. Lors de la cérémonie d'inauguration du Salon, Arbaoui était accompagné du conseiller de la présidence. Le thème sous le thème Lire pour triompher, coïncidant avec la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre et enregistre la participation de 1007 éditeurs de 40 pays, dont 290 éditeurs algériens présentant plus de 300 000 titres. Donc l'ouverture du Salon international du livre, dans sa 27e édition, l'événement littéraire le plus attendu de l'année, est organisé sous le haut patronage du président de la République. Comme je l'ai dit, le SILA compte cette année 1007 exposants de 40 pays, avec le Qatar en invité d'honneur. Les détails avec Bedia Mardi. Le Salon international du livre d'Alger, placé sous le slogan « Lire pour triompher », a ouvert ses portes à la SAFEX avec la participation de 1000 maisons d'édition représentant 40 pays et des auteurs de renommée mondiale. Qatar, l'invité d'honneur de cette édition, est présent avec une panoplie d'écrivains, intellectuels et poètes qui exposent dans un stand dont le décor est inspiré de l'architecture traditionnelle qatari. مشاركة وزارة الثقافة القطرية واختيارها كضيف شرف واختيار دولة قطر كضيف شرف في هذا المعرض طبعا هذا يدل على العلاقات التي تربط بين البلدين في جميع الأصعدة وخاصة في المجال الثقافي. أيضا مشاركة لعرض الإنتاج الفكري القطري بالإضافة إلى عرض للحرف الشعبية القطرية في الجناح والترويج للمبادرات الخاصة المتعلقة بالقراءة في قطر. De son côté, la Palestine est présente aussi là pour montrer encore une fois la résistance du peuple palestinien à travers les publications de ses poètes, dont Mahmoud Derwish. J'invite tout le peuple palestinien et algérien et tous les peuples arabes, musulmans et les peuples libres de ce monde à lire. Donc à cette occasion, je vous invite de nous visiter ici au pavillon central. C'est le pavillon, plutôt c'est le stand de l'État de Palestine. Pour lire, on a quelques titres pour ceux qui veulent enrichir leurs connaissances concernant la cause palestinienne. Le Salon international du livre d'Alger accueille des écrivains algériens, des maisons d'édition et des institutions, à l'exemple du Haut Commissariat à la Masérité, présent avec de nombreuses nouvelles parutions. Cette année, notre présence avec 20 nouveaux titres qui sont dans la variété. On touche essentiellement tout ce qui est lexique, littérature, les œuvres primées du président de la République de la langue et de la littérature amazigh, mais aussi des titres qui traitent de la mémoire des moudjahidines en langue amazigh, dans toutes les variantes linguistiques en usage sur le territoire national, en chewi, en kabyle, en tergui. Le SILA, l'une des plus grandes manifestations culturelles de l'Algérie, se veut un espace d'échange entre les intellectuels et écrivains des 4 coins du monde. Des conférences dédiées à la révolution du 1er novembre sont programmées, de même que sur la résistance du peuple palestinien.
Le Salon international du livre se poursuivra jusqu'au 16 novembre et sera ouvert au public dès demain. Réunion du gouvernement présidée ce mercredi par le Premier ministre Nadel Arbaoui, consacrée à l'examen des différentes mesures prises et proposées dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du chef de l'État relatives à la préservation du pouvoir d'achat du citoyen. Il s'agit notamment du plafonnement des prix et la régulation et l'organisation du marché national, assurer l'approvisionnement en produits de base et de large consommation. Dans le cadre de la poursuite de la promulgation des textes d'application de la loi portant les règles de prévention, d'intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable, le gouvernement a examiné 2 projets de décrets exécutifs relatifs à l'élaboration des plans spécifiques de gestion des décombres, résidus et autres déchets engendrés par les catastrophes et à la mise en place du comité intersectoriel chargé de l'évaluation des dégâts occasionnés. Le gouvernement a également examiné un projet de décret exécutif fixant l'organisation de la campagne de lutte contre les feux de forêt visant à l'amélioration de l'efficacité des dispositifs de prévention et de lutte. Et enfin, le gouvernement a entendu une communication sur le lancement de la saison du tourisme saharien 2024-2025, où il a été mis l'accent sur la promotion de manière efficace et professionnelle de la destination touristique algérienne, tout en levant les obstacles et éliminant la bureaucratie. Le ministre de l'Énergie et des Mines prend part ce mercredi à Rome à la réunion ministérielle du groupe mondial pour l'énergie de fusion. Ce dernier relève de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Mohamed Arqab est accompagné du PDG du groupe Sonelgaz et du commissaire à l'énergie nucléaire. La réunion de haut niveau a pour objectif d'échanger les vues sur les stratégies adoptées pour accélérer le développement et l'expérimentation de l'énergie de fusion. Débattre également des questions prioritaires liées au cadre politique et financier, au progrès technologique, au processus de commercialisation et de coopération internationale. Dans son allocution, Arqab a réaffirmé l'engagement de l'Algérie pour la transition énergétique durable, exprimant l'intérêt du pays à accueillir un projet expérimental d'énergie de fusion. Cet intérêt reflète le désir de l'Algérie à devenir un acteur essentiel dans le développement de cette technologie avancée et de nouer des partenariats pour renforcer les capacités nationales à travers notamment le développement de la ressource humaine. L'industrie agricole connaît une embellie dans le pays. Illustration ce soir avec l'unité de production d'engins agricoles à Sidi Bel Abbès. L'usine fabrique des moissonneuses et de grands pivots d'irrigation à des taux d'intégration dépassant les 70%. Mortar Medkour, Yasmine Massoudi. Ce pivot d'irrigation de plus de 300 mètres, le plus grand jamais fabriqué en Algérie, a été spécialement conçu pour les vastes exploitations agricoles du sud du pays. Produit par l'usine de construction de matériel agricole située à Sidi Bel Abbès, il fait partie d'une gamme d'équipements adaptés aux besoins des agriculteurs. Conformes aux normes internationales, ces engins ont pour objectif d'optimiser la productivité des exploitations agricoles. Ce système d'irrigation permettra une distribution uniforme de l'eau sur les terres agricoles, ce qui contribuera à améliorer la santé des cultures. Cela permettra également aux clients d'obtenir des résultats concrets en termes de rendement et de productivité. Durant ces 5 dernières années, plus de 1000 jeunes qualifiés ont trouvé un emploi au niveau de cette usine, contribuant à l'augmentation de la production du matériel agricole tout en réduisant considérablement la facture des importations de ce segment d'activité. Nous couvrons 65% des besoins du marché national. Nous produisons tout type d'engins, dont notamment les moissonneuses batteuses et les semoirs. C'est des machines de dernière génération équipées des technologies les plus avancées. À travers la production d'un nouveau modèle de moissonneuse batteuse, nous avons atteint un taux d'intégration de 73%. L'usine produit 1000 unités par an. À l'horizon 2025-2026, des produits adaptés à l'agriculture saharienne seront développés, notamment des machines de plantation de semences dont la largeur passera de 3 mètres à 6 mètres, ainsi que des équipements pour la plantation et la récolte des pommes de terre. En fournissant des outils adaptés aux besoins des agriculteurs, l'usine contribue à renforcer la productivité du secteur agricole. Cela permettra à terme d'assurer la sécurité alimentaire du pays et de soutenir son indépendance en matière de production agricole.
Le bilan opérationnel de l'ANP durant la semaine écoulée à présent dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des unités de l'armée nationale populaire, 3 fusils mitrailleurs, une quantité de munitions et d'autres effets ont été saisis lors de 2 opérations menées à Illizi et Tamanrasset, tandis que des détachements de l'ANP ont arrêté 11 éléments de soutien aux groupes terroristes dans différentes opérations à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité 37 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 12 quintaux et 96 kg de kif traités provenant des frontières avec le Maroc, alors que 2,5 kg de cocaïne et 636 300 comprimés psychotropes ont été saisis. Des détachements de l'ANP ont arrêté à Tamanrasset, Boujbedji Mourtar, Ingezam et Tindouf 120 individus et saisi 34 véhicules, 79 groupes électrogènes, 58 marteaux-piqueurs, 4 détecteurs de métaux ainsi que des quantités de mélange d'or brut et de pierres d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites. De même, 8 autres individus ont été arrêtés, 9 fusils de chasse, 2 pistolets automatiques, 12 900 litres de carburant ainsi que 57 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation ont été saisies. D'autre part, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 226 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 368 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Fin du communiqué du MDN. Notre grand format ce mercredi se penche sur la situation explosive au Maroc, une crise politique doublée d'une fronde sociale sans précédent. Tous les segments de la société investissent les rues quasi quotidiennement dans une conjoncture de marasme économique. Le Marzen doit faire face également aux manifestations anti-normalisation avec l'entité sioniste et la solidarité internationale sans précédent pour le Sahara occidental. Nabila Hussein. Au Maroc, la situation sociale ne cesse de se détériorer et les tensions s'intensifient. Dans plusieurs grandes villes, des rassemblements de syndicalistes se multiplient, marqués par des grèves et des sit-ins. Rien que cette semaine, à Casablanca et Rabat, les enseignants et les professionnels de la santé ont organisé des marches de protestation pour dénoncer leurs conditions de travail précaires et l'augmentation du coût de la vie, alors que le gouvernement peine à répondre à leurs revendications. Les récentes évolutions révèlent l'incapacité du roi Mohamed VI à apporter de véritables solutions à la crise à laquelle est confronté le Maroc, tant au niveau interne que sur le plan international, ainsi que les politiques publiques. Le palais royal, par l'intermédiaire de ses conseillers, joue un rôle direct dans la prise de décision, limite l'indépendance du gouvernement et entrave sa capacité à prendre des décisions cruciales. Il est à noter que la presse française et espagnole en décrit le gouvernement comme incapable de proposer des solutions aux crises sociales que subit le peuple marocain. Le Marzen n'arrive plus, compte tenu de sa situation budgétaire, n'arrive plus à répondre aux besoins élémentaires de la population marocaine, qui souffre le martyre à tous les niveaux d'ailleurs. Parallèlement, des interrogations persistent autour de l'état de santé du roi Mohamed VI, qui se trouve souvent à l'étranger pour des soins. Le flou autour de sa santé et de la gouvernance du pays suscite des inquiétudes dans la population qui redoute une crise institutionnelle. Les absences répétées et remarquées du roi Mohamed VI et son manque d'implication dans les affaires internes du pays, couplées à une détérioration alarmante de sa santé, soulèvent de graves inquiétudes quant à l'avenir du Maroc. Cette situation suggère un vide du pouvoir. Mohamed VI semble avoir délaissé ses responsabilités, laissant le contrôle à d'autres acteurs. Donc les intentions restent douteuses, ce qui pourrait mettre en péril la stabilité du royaume. Nous sommes en présence d'une vacance du pouvoir et qu'au sein de la famille royale, il y a des luttes intestines qui font que cela risque de se dégrader encore plus. Et bien sûr, la sécurité de ce pays est menacée. Cette grogne sociale est renforcée par le rejet de la normalisation avec l'entité sioniste que de nombreux Marocains considèrent comme une trahison de la cause palestinienne. Les slogans fusés contre la politique de normalisation réclamant que les priorités de l'État soient tournées vers les préoccupations sociales internes plutôt que vers des alliances contestées et controversées. La normalisation est un crime contre le peuple marocain puisque cela s'est fait contre les convictions profondes
islamique du peuple marocain où la cause palestinienne est quasiment sacralisée. Au-delà des tensions internes, le dossier sahraoui reste une question épineuse qui suscite de fortes réactions internationales. Le Sahara occidental est aujourd'hui considéré comme la dernière colonie d'Afrique. Alors que la Cour de justice européenne a statué définitivement en faveur du Front Polisario, représentant unique et légitime du peuple sahraoui, et du droit de ce dernier à recouvrir l'accès à ses richesses naturelles pillées par l'occupation et ses complices. 50 ans après le verdict de La Haye, on observe que la justice européenne réitère la même position, ce qui montre que toutes les tentatives du régime d'occupation marocain, normalisation des relations, tentatives d'éradication du peuple sahraoui, déplacement de milliers de Sahraouis vers des camps de réfugiés, construction d'un mur de séparation et rapprochement avec Israël, ont échoué et n'ont abouti à aucun résultat concret. Rappelons quand même que la France déjà soutenait le Maroc depuis le début en 1975, parce qu'on sait que ce sont les Jaguars français qui ont bombardé les civils sahraouis. Et puis en catimini, on savait combien, encore une fois, il y avait ce tropisme français vis-à-vis du Maroc et inversement d'ailleurs. Les militants rifins qui ont de leur côté signé un pacte historique d'assistance mutuelle avec le Front Polisario multipliaient les actions en Europe pour dénoncer la nature absolutiste du régime marocain et ses méthodes répressives. Tout à fait normal que les rifins se rejoignent avec les Sahraouis puisqu'ils ont le même ennemi politique et le même oppresseur sur le plan des droits de l'homme, disons aussi bien au Rif qu'au Sahara occidental. Et par conséquent, il est heureux de voir que ces deux résistances, la résistance du Rif et la résistance sahraoui, se rejoignent dans un combat libérateur commun. Et pendant que le Maroc traverse une crise sociale marquée par des revendications internes de plus en plus pressantes, la question sahraoui continue de polariser les acteurs internationaux. Les voix qui s'élèvent en faveur de la justice et du respect du droit international rappellent que le sort du peuple sahraoui ne saurait être relégué au second plan. Toujours dans l'actualité internationale, réunion de l'Assemblée générale de l'ONU après la décision de l'entité sioniste d'interdire l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine. L'UNRWA est l'agence onusienne la plus présente dans les territoires palestiniens et son apport est déterminant pour la vie de la population à Gaza. Et l'enclave en proie à une attaque génocidaire depuis plus d'un an fait face à une hausse des naissances prématurées et des décès maternels. S'alarme l'ONU, un des aspects de la catastrophe humanitaire à Gaza où le manque de tout rend les opérations de sauvetage extrêmement difficiles. Les bombardements de l'entité sioniste sont incessants et ont détruit près de 70% des infrastructures. Le point avec Yasmine Massaoudi. Dans la bande de Gaza, les équipes de défense civile et les équipes de secours sont submergées par la situation apocalyptique qui y règne, manquant de ressources essentielles pour faire face à l'ampleur des destructions. Pour leur venir en aide, les Palestiniens creusent à main nue pour retrouver les corps des martyrs et les disparus sous les décombres. À Beit Lahia, après des heures de fouilles, cette fille a été sortie des décombres, encore en vie. Nous essayons de faire ce que nous pouvons avec nos mains, sans aucune ressource ni équipe médicale. Nous n'avons même pas de charrette pour transporter les corps des blessés à l'hôpital. Dans cette maison complètement détruite suite à un bombardement de l'entité sioniste, seules 4 personnes ont survécu, tandis que plus de 20 sont tombées en martyrs. Les voisins ont alors assumé la triste tâche de creuser des tombes communes pour les enterrer ensemble. 4 familles vivaient dans cette maison. Nous n'avons retrouvé que 4 personnes vivantes. Tous les membres de cette famille sont décédés. Dans les hôpitaux du centre de l'enclave, la douleur est insupportable après un nouveau massacre commis par l'armée d'occupation sioniste. Plusieurs frappes aériennes ont ciblé des tentes de réfugiés dans les camps de Nusayrat et de Deir el-Balah, où des dizaines de déplacés cherchaient refuge. Les morgues se sont rapidement remplies des corps de martyrs, laissant des familles entières dévastées par la perte de leurs proches. En Cisjordanie occupée, les forces d'occupation sionistes ont mené une nouvelle incursion dans la ville de Jenin et son camp de réfugiés. Des unités de l'armée d'occupation appuyées par des bulldozers ont immédiatement entrepris de démolir routes et infrastructures vitales, provoquant des dégâts sans précédent.
Et au Liban, l'occupant israélien intensifie ses bombardements et ses tirs d'artillerie. 5 personnes ont été tuées ce mercredi et d'autres blessées dans une attaque à Sour. Les frappes ont également ciblé Dir Qanoun, Bahmar el-Shaqiq et Arnoun dans le sud du pays. Par ailleurs, une frappe sioniste a visé la banlieue de la capitale Beyrouth dans l'après-midi. Donald Trump est bel et bien élu 47e président des États-Unis d'Amérique. Une victoire écrasante qu'il a remportée contre son adversaire Kamala Harris, connue pour sa politique protectionniste avec son slogan Make America Great Again. Lors de la première campagne, Trump est très attendu sur le plan interne, comme en matière de politique internationale, notamment en ce qui concerne l'épineux dossier du Proche-Orient. Sabrina Kshlout. Raz-de-marée rouge sur les écrans américains. Donald Trump devient officiellement le 47e président des États-Unis. Avec 51% des suffrages, il devance d'une large tête la démocrate Kamala Harris, qui aura recueilli 47,5%. Les rebondissements n'ont pas manqué au cours d'une campagne particulièrement âpre. Donné challenger, puis au coude à coude avec son adversaire, le nouveau président fait office de revenant avec des résultats qui n'auront laissé aucun doute. Dès sa première élection en 2016, Donald Trump a su fédérer autour de son slogan « Make America Great Again », devenu MAGA, une véritable marque politique et un signe de reconnaissance pour des millions d'Américains. En outre, le candidat républicain a pu compter sur des alliés de poids. Pendant ce temps, le reste du monde retient son souffle. Plusieurs chefs d'État n'ont pas attendu le résultat définitif pour féliciter le nouveau locataire de la Maison-Blanche. Et l'on attend ce que va donner la présidence Trump 2.0. En matière de politique étrangère, les experts estiment que Trump va probablement durcir sa politique envers l'Ukraine et la Chine et insuffler davantage d'imprévisibilité au Moyen-Orient. Les marchés, eux, saluent triomphalement l'arrivée de l'homme d'affaires à Washington. Ce mercredi, la promesse de baisse d'impôts et de mesures de dérégulation favorise les actions américaines en bourse, tandis que celles de hausse des droits de douane et du déficit budgétaire font s'envoler le cours du dollar de manière prodigieuse autour de 2%. Conséquence notable, le pétrole qui s'échange en dollars chute significativement, le baril de Brent perdant 2,24% à 73,84 $. À l'international comme en politique intérieure, Donald Trump, version revue et corrigée, est attendu. Il prêtera serment le 20 janvier, comme on dirait au pays de l'oncle Sam, wait and see. Les pro-Trump ont déjà commencé à célébrer sa victoire. L'exemple ce soir depuis la Floride où notre envoyée sur place, Laetitia Setraoui, a recueilli les impressions des Américains à la suite de l'annonce des premiers résultats. On écoute. Donald Trump est officiellement déclaré le 47e président des États-Unis après avoir obtenu plus de 260 voix des grands électeurs. Sa victoire projetée dans le Wisconsin, un État clé avec 10 grands électeurs, a définitivement assuré sa victoire. Ici en Floride, où il a également obtenu un grand succès, l'atmosphère était marquée par un optimisme pour l'avenir sur plusieurs fronts. Donald Trump accomplira plus de choses que ceux qui l'ont précédé. Je n'ai jamais soutenu la politique de l'administration Biden-Harris. Le seul qui peut sauver l'Amérique est Donald Trump. Lorsque Donald Trump était président, ce pays se portait très bien. Nous avons besoin de Trump à la Maison-Blanche pour sauver l'Amérique. Cependant, les partisans démocrates expriment des réserves, affirmant que l'ancien président a mal géré plusieurs crises pendant son mandat. La question principale que beaucoup de gens se posent est de savoir si nous étions mieux sous la direction de Trump. La réponse est non. La situation était bien pire. La décision des électeurs américains a été influencée par plusieurs facteurs, l'économie étant le facteur le plus important. Nous appréhendons l'avenir de manière très positive. Ce qui intéresse le plus les électeurs est bien évidemment l'économie du pays, l'inflation et le coût de la vie. Ces problèmes, selon la plupart des Américains que nous avons interrogés, ont empiré sous Biden et Harris. Ils veulent plus que tout que l'économie revienne à ce qu'elle était sous l'administration Trump. Cette élection ouvre de nouvelles perspectives très prometteuses pour l'économie américaine.
worse. Things became more expensive under the Biden-Harris administration, and they want the economy back to the way it was. Et donc, les Américains s'apprêtent à vivre 4 ans sous la direction de Donald Trump. Les gens que nous avons rencontrés expriment un grand espoir pour des changements économiques, un dossier prioritaire pour le nouveau président. D'autres questions figurent sur le programme, comme l'immigration illégale et l'indépendance énergétique. Miami, Florida, Laetitia Setkawi, Canal Algérie. Retour dans le pays pour une halte à Burj Bariri et le fameux Burj Zemmoura qui interpelle les passants et les visiteurs de la région. Cette cité antique datant du Xe siècle renferme l'âme et le cachet des civilisations locales, comme nous raconte Saïda Mariouf dans ce reportage. Située à 30 km au nord-est de Burj Bariri, sur les hauteurs des Bibans, la commune de Burj Zemmoura est surnommée, à juste titre d'ailleurs, la ville de la montagne dominante. Construite à flanc de montagne autour d'une mosquée, la cité date du Xe siècle et reste debout, témoin probant d'une succession de civilisations antiques. Au détour d'une ruelle sinueuse, nous pénétrons dans une vieille maison laissée à l'état brut pour que la mémoire demeure et ne meure. Nous nous trouvons à présent dans le contrebas de la cité de Zemmoura. Ici, c'est le plus vieux quartier appelé quartier Lima. On s'y déplaçait jadis à dos de baudet compte tenu de l'étroitesse des quartiers. Ce quartier englobe également l'ancien collège datant de la fin des années 30, outre nombreux sites et vestiges qui comptent l'histoire. L'histoire raconte que Burj Zemmoura constituait à une époque lointaine une zone de passage, un véritable carrefour commercial florissant. Les Ottomans l'occupèrent après le passage des Romains. Elle est aujourd'hui un pôle touristique, historique et religieux incontournable. La commune de Zemmoura est une véritable attraction touristique. Les civilisations romaines et ottomanes y ont laissé leurs empreintes. Et pour faire découvrir la beauté de la cité, je me suis lancée dans un projet d'une maison d'hôtes afin de pouvoir recevoir les touristes en quête de découverte et de dépaysement. La wilaya de Burj Bariri, grâce à sa position stratégique en tant que lien entre le nord et l'est du pays, ainsi que les villes côtières et le sud du pays, se distingue par un tourisme aux multiples facettes, culturel, historique et surtout cultuel, compte tenu des nombreuses mosquées et zaouïas qui se trouvent dans la commune de Burj Zemmoura. Avec ses ruelles étroites, ses allées en pierre, ses portes en bois, Zemmoura gardera jamais le cachet et le vestige des civilisations qui s'y sont succédées. Elle demeure à présent une nature féerique et une architecture typique d'une cité unique rappelant les villages grecs d'autrefois. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.